C'est QFD, c'est sur Queasy, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est le sénateur Tani qui s'y colle. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Patrick. Monsieur le président, bonjour. Monsieur le vice-président, bonjour. Tani, bonjour. Bonjour. On peut continuer à vous appeler Tani? Oui, Tani. Même si vous n'êtes plus vice-président du Sénat? Même si je ne le suis plus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au Sénat? On a tout lu, tout et son contraire. On nous a dit qu'il a même été écrit que vous êtes fait dégager, qu'on vous a conseillé de démissionner. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça me donne presque envie de rigoler. Ouais. Il s'est passé exactement ce qui avait été prévu 3 ans auparavant, Ouais, avec le groupe La République En Marche, ouais. qui est un groupe nouveau au Sénat et qui, malgré ça, m'avait donné cette formidable opportunité d'être le vice-président du Sénat, nommé par le groupe La Et pour République Mayotte, c'était En magique. Marche. Pour Mayotte, c'était magique. C'était important, je pense. Ouais, Et puis, comme font la plupart des groupes politiques, ouais, le Sénat se renouvelant tous les 3 ans, de moitié, ouais. je devais laisser la place C'était prévu quelqu'un à d'autre. l'avance, Tani? Ça, c'était Oui, c'était- orchestré, organisé en disant, ben voilà, dans 3 ans, il faudra laisser la place? Mais bien sûr, c'était prévu comme il est prévu que dans 18 mois, c'est plus 3 ans, dans 18 mois, Georges Patient, mon successeur, va passer la relève à Alain Richard. Eh oui. Et dans 18 mois, Alain Richard prendra la relève jusqu'au terme des 3 années à compter de maintenant. Alors, on va rester un tout petit peu sur cette notion de vice-président. On est venu vous voir là-bas à Paris. On a vu que vous travaillez beaucoup sur place là-bas. On a vu dans quelles conditions également. Ça va vous manquer tout ça? Même si vous restez sénateur, bien évidemment, mais vice-président, c'était autre chose, quoi. Alors, déjà, merci d'être régulièrement passé Ouais. pour prendre des nouvelles. Ouais. Ce n'est pas par rapport à une amitié ou par rapport à des relations personnelles. Même si Mais, je vous apprécie beaucoup, vous le savez. On est sur Queasy, on se dit tout. C'est réciproque. Ouais. Mais c'était pour informer les Mahorais, Ouais. qui est devenu l'enfant de cette île qui a été à cette place-là. Bien, ça ne va pas changer grand-chose parce que je savais que de toutes les façons, au bout de 3 ans, j'allais passer la main. Ouais. Et puis, pendant ces 3 ans, j'ai continué à faire mon boulot d'élu de Mayotte, C'est ça. de parlementaire mahorais. De sénateur, ouais. D'ailleurs, j'étais classé au titre de l'année écoulée parmi les plus impliqués, le plus travailleur des sénateurs d'outre-mer. Ouais. C'est une belle récompense? C'est une belle récompense et je vais continuer ce travail à m'impliquer dans les lois, dans les missions. On va en parler de tout ça dans un instant, mais puisqu'on parle de travail, allez, on continue. Le bilan. Vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps, vous allez le faire également en conférence de presse. Pour cette année, quels sont les points forts de votre bilan cette année, selon vous? Alors, on raisonne forcément en année parlementaire. Forcément. Et durant l'année parlementaire qui vient de s'écouler, je retiendrai la disposition sur le droit du sol, Ouais. qui n'était pas... C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Tout le monde me disait, ça va pas marcher ton truc, de toutes les façons, ça sera retoqué par Ça a le Conseil été juste quand constitutionnel. même, ça a été limite, hein? Ça a été limite, mais après avoir tenté une première fois, Ouais. j'ai réécrit une proposition de loi. J'ai demandé au président de Larcher, parce que seul le président du Sénat pouvait le faire, qui n'est pas du même bord politique que moi, Ouais. de la soumettre à avis au Conseil d'État. Le Conseil d'État, après des heures et des heures d'audition, a validé la constitutionnalité et la conventionnalité de la proposition de loi. Et puis, après ça, nous avons profité de la loi Asile-Immigration pour la traduire en amendement. Et c'est comme ça qu'elle est passée. Et une fois qu'elle avait été adoptée au Sénat, j'ai demandé au président Macron de m'aider à la faire passer à l'Assemblée nationale. Parce que là, c'était encore
plus difficile de la faire Bien sûr. passer. Et vous vous souvenez que Même si à l'Assemblée nationale, La République En Marche, ou en tout cas le gouvernement est majoritaire. Dans la théorie, c'est quand même plus simple à l'Assemblée qu'au Parlement, Au Sénat. au Sénat, en théorie, en théorie. sauf que c'est vite dit, Ouais. parce que ce sont des sujets en fait transpartisans. Mais oui. La question du droit du sol, la question de la nationalité, à part ceux qui en font des sujets polémiques et des sujets de populisme, ce sont des sujets qui doivent faire consensus. Et donc, ce n'est pas parce que elle avait été adoptée au Sénat que la majorité à laquelle j'appartiens, la majorité gouvernementale à laquelle j'appartiens, allait d'elle-même la valider. Moi, je ne me suis pas dit que ça allait être automatique. J'ai écrit à tous les députés de mon bord politique et puis j'ai demandé au président Macron de m'aider à faire passer ce texte parce que je savais que ça allait être compliqué. Et important pour Mayotte. Important pour Mayotte, même si certains ont dit on va pas assez loin dans cette loi. D'autres ont dit ça va trop loin. Oui. Mais, Tani, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que c'est cohérent être de gauche et proposer ce type de loi? Alors, comme je le disais, oui. c'est une disposition qui ne devrait pas avoir de couleur politique. Oui. Pourquoi je me suis engagé fortement dans cette entreprise alors que, au départ, lorsqu'on me parlait de faire bouger le droit du sol, mais avec mes convictions de gauche, c'était compliqué. Oui. Mais les Mahorais demandaient cela. Les Mahorais demandaient qu'au niveau de la question du droit du sol, on puisse progresser. Et du coup, comme j'ai été élu par des Mahoraises et des Mahorais, j'ai fait un travail sur moi. Au départ, même moi, je n'y croyais pas beaucoup, mais je ne voulais pas avoir de regrets. Je voulais avoir la conscience tranquille dans quelques années et j'ai mis toute mon énergie pour le faire. Au bout, ça a marché. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que ça ne va pas assez loin? C'est un équilibre qu'on a trouvé. Ouais. Si on était allé plus loin, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État allait censurer. Faire moins que ça ne servait à rien de toucher cette matière très importante de notre droit positif pour faire quelque chose à moitié. Ce que je sais, même si aujourd'hui nous n'avons pas toutes les mesures pour quantifier à quel point les dispositions sont efficaces ou pas, aujourd'hui je peux assurer qu'elle va concerner au moins la moitié des naissances. 5 000 naissances par an. Pourquoi je dis cela? Parce que selon les statistiques de l'INSEE, 45% des enfants qui sont nés sur le territoire mahorais ont les deux parents qui sont en situation irrégulière. 45%. C'est énorme. Ceux-là sont déjà concernés. Bien sûr. Et puis comme on sait qu'il y a des Mahorais, des Français, qui vendent leurs papiers, qui reconnaissent des enfants qui ne sont pas les leurs, je dis que ça doit faire 5%. Au bas mot, à mon avis, ça fait plus. Donc on est au moins déjà à la moitié. On est déjà à la moitié. Donc si on me dit aujourd'hui que l'effet dissuasif, quand les femmes qui, au péril de leur vie parfois, viennent ici pour accoucher et aujourd'hui, quand elles savent que ça ne va plus marcher pour la moitié des naissances, est-ce que ça ne sera pas dissuasif? Ça le sera. C'est la question, parce que tout le monde ne vient pas forcément pour la nationalité. Il y a des gens qui viennent, et vous le savez aussi bien que moi, monsieur le sénateur, il y a des gens qui viennent pour la santé, pour l'éducation des gamins, pour espérer de trouver un boulot, se faire régulariser, trouver un boulot. Ça peut être aussi pour ça. Ça peut être aussi pour ça, sauf que je ne vois pas pourquoi Mayotte, à elle seule, concentrerait la préoccupation de s'occuper de toute la misère de l'océan Indien. Moi, je suis très sensible à ces sujets, à ces personnes qui ont des difficultés et qui vont chercher une meilleure vie ailleurs. Mais vous pensez que sur 374 km², on peut accueillir tout le monde? On peut ouvrir les bras et les vannes pour tout le monde. Donc, j'entends bien cela. La préoccupation première, c'est cette question
de nationalité. C'est pour ça qu'il fallait absolument couper court à tout cela. Et ensuite, d'après nos capacités, d'après nos textes, si des personnes viennent et sont accueillies pour d'autres sujets, ça c'est un autre débat. Ouais. Mais il fallait arrêter cette hémorragie qui faisait croire à des milliers, des dizaines de milliers de femmes qu'il suffit d'aller accoucher à Mayotte, de donner naissance à un enfant à Mayotte, quelles que soient les conditions, même en étant en situation irrégulière, pour assurer l'avenir de toute une famille. Que l'enfant soit français. Ouais. Tout à fait. Dans le bilan, il y a d'autres points qui sont importants également sur cette année, comment on dit, parlementaire? Non, ce n'est pas une année parlementaire, une année… Une année parlementaire. Une année parlementaire. Pour cette session parlementaire. Je pensais notamment à la régularisation foncière. Tout à fait. Vous êtes battu pendant ce mandat là-dessus. Je me suis battu, ça fait 4 ans sur la régularisation foncière et ça continue. Et durant la mandature justement qui vient de s'écouler, sur cette question foncière qui est un travail colossal de plusieurs années qui va encore durer plus d'une décennie. Un texte important sur lequel j'ai travaillé et passé l'année dernière. Ce texte, il est celui du député Letchimy, mon collègue martiniquais, qui s'étant inspiré des travaux que nous avons menés à la délégation à l'outre-mer sur le foncier, a déposé une proposition de loi que nous avons votée pour faciliter la sortie de l'indivision successorale. Dans ça veut dire quoi en clair, ça? Je m'explique. Ouais. Dans les territoires ultramarins où nous rencontrons beaucoup de problèmes d'indivision, c'est-à-dire des personnes sont décédées et leur héritage n'a pas été ouvert, ce qui fait que leurs successeurs ont hérité de fait, mais n'ont pas fait non plus l'héritage et les indivisions se succèdent en se succédant. Bien sûr. Nous avons ce problème à Mayotte et aujourd'hui, il est temps de sortir de cette situation et pour le faire, il a fallu notamment cette loi aussi pour dire que pour sortir de l'indivision, on va arrêter avec l'ancienne règle qui ne marche pas en Outre-mer. L'ancienne règle, c'était l'unanimité des indivisaires, c'est-à-dire des héritiers. Puisque c'est quasiment impossible d'avoir cette unanimité, eh bien on fait comme aux élections. La majorité des indivisaires suffira pour sortir de l'indivision. Eh bien ça aussi, c'est une disposition, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas quelque chose… Oui, mais ça a des conséquences importantes parce qu'on parle souvent du manque de foncier ici à Mayotte. Le foncier, ça va avec le développement économique. Le foncier, ça va également avec le logement. Tous les secteurs sont liés. Tout est touché, impacté par le foncier, d'autant plus que notre territoire ne fait que 374 km², il n'est pas extensible et le blocage du foncier veut dire blocage du développement économique de notre île. Et c'est très important et c'est pour ça que je m'y attelle depuis des années et des années. C'est très important d'arriver à terme à faire en sorte que le foncier à Mayotte soit géré dans des conditions acceptables et non pas dans des conditions de blocage comme ça l'est actuellement. Alors, on parle souvent du foncier pour des familles, mais il y a aussi des terrains qui appartiennent aux institutions, notamment au conseil départemental. À partir du moment où on a identifié un propriétaire, on a identifié une source de revenus. Ou je me trompe? Exactement. 30% seulement des parcelles de terre de Mayotte sont assujetties à l'impôt. 30%. Ça veut dire que clairement, il y en a 70 qui ne payent pas d'impôt. Voilà. 70%. L'impôt foncier. Ouais. Et nous nous plaignons, à raison, de problèmes de financement des communes. Or, c'est une source majeure de financement pour les communes. Si on débloque tout ça, déjà pour l'individu lui-même, vous avez une parcelle de terre qui n'est pas régularisée. Grâce à toutes ces réformes, elle est enfin régularisée. Vous voulez construire dessus, vous allez voir la banque. La banque va dire « Ah, mais c'est intéressant, vous avez une propriété foncière, nous allons l'hypothéquer et nous allons vous accorder un prêt de 1 million. » Si vous n'avez pas
cette parcelle de terre, la banque ne vous prêtera pas un seul centime. Ouais, elle demande des garanties. Voilà. Et donc, ça va débloquer pour l'individu, pour les administrations aussi. Vous connaissez la situation de beaucoup d'établissements scolaires ou de terrains de foot ou de basket qui ont été construits dans le temps par le SMIAM. Et aujourd'hui, Les fameux plateaux. ils sont rétrocédés aux communes, mais le foncier n'appartient pas aux communes. C'est vrai. Mais tout ça, on va le régulariser grâce à ces textes et notamment aussi grâce à la proposition de loi que j'ai déposée récemment et que j'espère va être examinée très rapidement, qui va jouer sur la règle de ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Oula, c'est presque un C'est-à-dire, gros mot, Satani. c'est pas un gros mot, Ouais, c'est on pas va un gros l'expliquer. mot, on va l'expliquer. Le droit français, le Code civil, reconnaît la propriété d'un terrain ou d'un immeuble à un individu si l'individu démontre qu'il l'a acheté, si la personne démontre qu'elle a hérité de ce terrain, mais aussi par la prescription acquisitive. C'est-à-dire que voici un terrain sur lequel une personne est depuis des années, au vu et au su de tout le monde. Sa propriété, qui est souvent ici appelée propriété coutumière, C'est ça. est connue. Cette personne parce que elle est Il était là, son mahoraise père était là. depuis des années, mais n'a jamais eu de doute sur la propriété du terrain. Oui, mais Il n'y a pas les documents. sauf que sur le cadastre, C'est pas inscrit. c'est pas inscrit. C'est ce qu'on appelle l'opposabilité, c'est-à-dire que c'est bien beau d'être propriétaire, mais il faut que ça soit opposable au tiers, c'est-à-dire qu'il faut que le reste du monde sache que vous êtes propriétaire. Parce que si ce n'est pas comme ça, eh bien, vous ne pourrez pas profiter des avantages qu'on a dit tout à l'heure, et puis à la limite, du jour au lendemain, n'importe qui peut venir vous dire « mais sortez de là, vous n'êtes pas chez Alors, vous ». Ça reste, Satani, un couteau à double tranchant, cette histoire. On prend le même exemple. Ce monsieur qui a hérité de son père, qui lui-même avait hérité de son père, ce terrain, parfois un grand terrain, parfois au bord de la mer, plutôt agréable, qui pourrait faire rêver ceux qui sont en manque d'eau turquoise. Mais ça peut devenir très vite un cauchemar pour certaines de ces personnes, notamment sur le plan fiscal. Oui, oui, mais Parce que le monsieur qui est sur ce terrain-là, il n'a peut-être pas les moyens, lui, de payer ça. Et du jour au lendemain, on lui impose une reconnaissance de propriété de ce foncier-là qui va générer une demande fiscale. tout à fait. J'entends tout ça, Patrick, mais vous pensez que les Mahorais ont demandé à être départementalisés, pourquoi? Ouais. Ça, on le Peut-être pas. savait. Ils n'ont peut-être pas demandé pour être surfiscalisés. Oui, mais la départementalisation, c'est Va pas on avec. choisit pas ce qui convient et puis on laisse ce qui ne convient pas. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Ouais. La départementalisation, c'est un tout. Alors je comprends les gens qui disent aujourd'hui, on ne voit que les aspects négatifs. Ouais. Parfois, ils n'ont pas tort. Ouais. Mais c'est un tout. Dans une collectivité départementale, dans un département, on paye des impôts. Ouais. Et ce sont ces impôts qui servent à financer les écoles, qui servent à construire des hôpitaux, qui servent à toutes les politiques publiques. Donc, vu individuellement, ça pourrait être ressenti comme une injustice, mais non, justement, c'est la justice que nous voulons. Aujourd'hui, les choses sont vues de façon un peu tronquée parce que nous sommes encore, malheureusement, en train de mettre en place ces choses-là, alors qu'elles auraient dû être mises en place avant la départementalisation. On a fait une erreur, parce que il nous reste quelques minutes avant la coupure pub, parce qu'il va y avoir ces 10 ans de la départementalisation, là, en 2011, en même temps que votre anniversaire, dis donc, pas le vôtre à vous, mais celui de votre mandat, déjà 10 ans. Est-ce qu'on a fait des erreurs sur ce département, déjà sur le choix? La réponse va être compliquée. Déjà sur le choix, mais aussi sur sa mise en place. Le choix de la départementalisation, ça n'a pas pu être une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est le bon choix. C'est une bataille depuis des années. Il y a eu un référendum avec une question parfaitement claire. Les Mahorais y ont répondu à plus de 95%. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, et c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi, qui l'a dit en 2016, c'est que
les choses n'avaient pas été assez préparées avant la départementalisation. C'est-à-dire qu'on aurait dû commencer la mise en place de ce département et peut-être le déclarer département qu'en 2025, comme l'avait voulu Nicolas Sarkozy? On aurait dû faire ce qui était consigné dans l'accord du 27 janvier 2000, les accords de 2000. Ouais. Ces accords avaient prévu la mise en place de choses, la mise en place de réformes. Eh bien, ces réformes n'ont pas été mises en place, ou lorsque elles ont commencé à l'être, certaines ne l'ont pas été correctement. C'est ça ce qu'on a raté. Ce n'est pas le fait qu'on s'appelle aujourd'hui département. Vous auriez une collectivité d'outre-mer avec les mêmes données, on aurait les mêmes problèmes. Ce n'est pas une question de statut. Dans la deuxième partie de cette émission, on va aborder d'autres sujets, bien évidemment, et notamment le toilettage institutionnel. Est-ce que c'est un demi-échec ou une demi-réussite? On va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est la pub sur Quasi.